Lundi 30 mai, Yarana, je suis ravie de vous retrouver ce soir à la une de l'actualité locale. Des postes qui passeront une fois encore sous le nez des fonctionnaires polynésiens expatriés. 7 agents seront affectés en Polynésie quand des enfants du pays attendent leur tour. Pour le syndicat des fonctionnaires de police, c'est la goutte de trop. Ils manifestent son mécontentement pour se faire entendre. C'est la case prison pour Manava Akau, Aritea Putoa et Fred Garbut, condamnés pour avoir importé près de 2 kilos d'ail et mené un trafic durant 3 ans. Il est avocat et retente la course au Palais Bourbon. À 47 ans, John Téfon veut séduire les électeurs avec une action prioritaire, améliorer l'indemnisation des victimes du nucléaire. Et après avoir été observateur pendant plus de 10 ans, Gilles Tautou veut être acteur. La politique, il la connaît du bout des ongles. Ce journaliste souhaite désormais apporter sa pierre à l'édifice. Lui se dit souverainiste, mais pas question d'un détachement avec la France. Mais peut-on être à la fois souverainiste et nationaliste? Wilfred Cadousteau nous donnera sa réponse dans ce journal. Après lui, Laurence Piercy nous expliquera comment la cause animale pourra la porter à l'Assemblée nationale. Elle est l'une des 400 candidats du Parti animaliste. La polémique enfle au sein de la police nationale alors que 7 agents métropolitains seront bientôt affectés en Polynésie car plusieurs policiers originaires du Fénois remplissent aujourd'hui les critères pour exercer à Tahiti mais ne figurent pas sur la liste des mutations. Où est la place de nos originaires? Dixit Teina Wallace, secrétaire général de l'unité SGP Police. Le syndicat manifeste pour se faire entendre. Le point avec Caroline Fary et Jacques Damour. Le frère de Coty, Kenny, engagé dans la police nationale il y a 7 ans et titularisé depuis, est actuellement en poste à Nice. Sa demande de mutation à Tahiti, jugée favorable par la hiérarchie, ne semble pourtant pas aboutir. Il ne figure pas sur la liste des prochains arrivants, tous originaires de l'Hexagone. Beaucoup d'entre nous sont statutaires, ont honoré leur contrat en France, loin de la famille, loin du Fénois et tout. Donc on a assumé, c'était un choix. Au début, on a signé pour ça. On a honoré notre contrat. Voilà. Et à l'issue, on a fait la demande dans les règles de l'art, en fait. Il n'y a aucun, même pas un Polynésien qui a été retenu. C'est ça qui nous étonne, qui nous déçoit un petit peu, en fait. Il n'y en a aucune explication. Donc, il y a eu des rencontres avec le Haut-Commissariat, avec M. Banner, donc le directeur de la police nationale. Et donc, ils attendent de voir si c'est possible de les faire revenir en même temps que ces métropolitains ou de trouver une solution. Une situation incompréhensible pour le syndicat FO Police, alors que la loi EROM de 2016 institue le caractère prioritaire du retour dans leur territoire des fonctionnaires outre-mer. Quand on parle de la loi EROM, elle est complètement dévoyée, puisque aujourd'hui, on affecte encore une fois, on affecte encore des métropolitains. Où est la place de nos originaires? On pose la question à l'État. Normalement, le texte dit au bout de 5 ans à Paris, 8 ans en Île-de-France, ils ont la priorité de pouvoir rentrer. On a des jeunes encore aujourd'hui, ça fait presque 10 ans qu'ils sont à Paris. Et malheureusement, le CIMM est désavantagé pour eux. Et c'est là où nous on dit, on crie, nous ne sommes pas d'accord. Soutenus par les candidats aux législatives et par la sénatrice Lana Tetuanui, les policiers devront s'en remettre au gouvernement Macron, compétent en matière de sécurité publique, pour obtenir gain de cause. Une rencontre est prévue demain après-midi avec la directrice générale pour l'Outre-mer. Toutes les peines ont été confirmées aujourd'hui par le tribunal correctionnel. 7 prévenus déjà jugés en comparution immédiate vendredi dernier pour importation et trafic d'1,8 kg d'ice restent en détention. Leur implication dans cette affaire d'avril 2019 a été démontrée par la justice. Les détails avec Natacha Silagi. Ils vont sûrement faire appel, les plus lourdement condamnés en tout cas. Pour l'ex-leader du groupe All in One et organisateur du trafic, 6 ans de prison ferme. Il a reconnu les faits. C'est sa compagne qui a été interpellée la première en 2019 alors qu'elle ramenait de la drogue des États-Unis dans un haut-parleur. Son complice et ami, ex-champion de France de boxe, écope lui de 4 ans de prison. Il l'a aidé à importer près de 2 kilos d'ice dans une trottinette, confiée à des passagers innocents. Il a expliqué aussi au tribunal, et c'est ce qui ressort un peu du dossier, c'est qu'il avait accompagné ses copains aux États-Unis et qu'il n'avait appris qu'aux États-Unis le projet qui était
qui était celui des autres, et avait servi d'interprète pour aider son copain parce qu'il avait peur de lâcher un peu son copain dans la nature aux États-Unis. 5 autres condamnations dans cette affaire, dont un individu déjà bien connu de la justice pour trafic de drogue, qui vivait lui aux États-Unis. 3 ans ferme pour complicité. Mon client a déclaré n'avoir pas effectivement été, l'auteur de cette importation en sa totalité, dans la mesure où l'aïs qui a été importé n'était pas le sien, c'était pas l'aïs que lui l'avait vendu. Les mules et ceux et celles qui ont participé à la vente de l'aïs importé à Tahiti ont été condamnés. Des peines de 1 à 6 ans. L'auteur du trafic est aussi mis en examen pour importation de 21 kilos d'aïs cette fois, saisi à bord d'un bateau de croisière au mois de mars dernier à Rayatea. Quelles mesures pour une meilleure gouvernance et une utilisation durable des ressources? Une politique adaptée pour lutter contre les dispositifs de concentration de poissons dérivants, peut-être, qui sont une véritable source de pollution et une menace surtout pour nos récifs. À l'Université de la Polynésie, chercheurs, ambassadeurs et acteurs économiques proposent quelques pistes à l'occasion d'un séminaire international hybride intitulé « Gérer l'économie bleue ». Une étude actuellement menée par la DRM permettra de connaître le nombre exact de DCP qui s'échouent sur nos côtes et d'identifier les armateurs incriminés. Le ministre de l'Environnement nous en dit plus au micro de Teivaribé. Il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit d'usage entre la pêche professionnelle et la pêche dite artisanale. On est confronté justement, alors que tout le monde nous dit c'est ce qu'il faut faire, mais en même temps on est confronté au lobbying de certaines ONG qui disent il ne faut surtout pas accepter. Alors qu'en même temps, à l'international, ils vont promouvoir ce type de zonage. Toutes ces actions, on veut les faire pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Ça va faire quand même depuis 1996 que le pays ne donne plus aucune licence de pêche à des navires étrangers. Il n'y a que des navires de pêche polynésiens. Et donc ce modèle polynésien, c'est ce qu'on veut promouvoir dans le Pacifique. C'est ce que nous avons discuté par exemple avec le Premier ministre des îles Cook, c'est ce que nous avons discuté aussi avec le sénateur de Hawaï. Donc il y a un certain nombre de pays qui s'intéressent finalement au modèle que l'on a commencé à mettre en place depuis 1996. Le séminaire est gratuit et accessible à tous. Il s'achève demain après-midi. C'est une image que vous n'avez certainement pas manquée, celle d'un potier Marara qui a failli se renverser à Te Ahupo'o avec à son bord des photographes notamment. Fort heureusement, aucun accident grave ne s'est produit. Si le pilote est un professionnel connu pour ses compétences en navigation, cet incident pose une question de sécurité. Alors que le territoire était en alerte pour forte houle, quelles sont les règles à respecter? À qui incombe la responsabilité en cas d'accident? Élément de réponse avec David Chong et Jérôme Lee. La guerre du placement à Te Ahupo'o. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se positionner toujours plus près de la vague pour avoir toujours le meilleur cliché. Une cohabitation difficile entre bateaux de spectateurs, bateaux médias et surfeurs, au détriment de la sécurité de tous. Au fur et à mesure de la matinée, il y avait de plus en plus de bateaux, de plus en plus de monde. Du coup, tu as la pression qui monte et les bateaux, ils se rapprochent de plus en plus. Et voilà, les bateaux médias, ils veulent être au plus proche pour ne pas rater la photo. Mais le problème, c'est que tu as les bateaux touristes qui viennent devant eux. Du coup, forcément, les bateaux médias, ils vont encore plus dedans. Et au bout d'un moment, ça clash, quoi. En dehors des périodes de compétition, le plan d'eau n'est soumis à aucune réglementation spécifique. Mais souvent, même les règles de base sont ignorées. Certains prestataires occasionnels accueilleraient souvent jusqu'à 20 passagers sur leur bateau, soit 2 fois plus que permis. Je dis, il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas chercher. Après, qu'est-ce qu'il va ramasser? C'est nous la coopérative aussi qui va ramasser. Il y a d'autres bateaux qui transportent les gens sans respecter un nombre de personnes sur le bateau. Le business est juteux. Certains pilotes réaliseraient plus de 400 000 francs de chiffre d'affaires en une journée, mais ils représentent parfois une entrave aux surfeurs. C'est un spot de surf à Montour et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une ligne d'eau et qu'il y ait les bateaux médias d'abord devant et les bateaux de touristes derrière, parce que les bateaux de touristes, ils n'ont pas besoin d'être dans la vague, quoi.
De leur côté, les autorités locales travaillent sur une partie du problème. Une réglementation va bientôt voir le jour. À Tehupo, il y a du monde qui arrive, il y a des prestataires, il y a des jet skis et qui ne fait plus attention par rapport à la vitesse, les gens qui sont au bord de mer. Et donc on est en train de valider cette réglementation. À ce rythme-là, le prochain accident n'est qu'une question de temps. En 2013 déjà, Camila Neves, une photographe brésilienne, a fait une chute lourde qui lui a valu 3 vertèbres cassées au bas du dos. Et nous poursuivons avec notre rubrique dédiée aux élections législatives. Il est candidat dans la 3e circonscription de Polynésie pour le parti politique Hauma'ohiti-Ama. John Tefon, avocat de profession, se présente aux élections législatives pour la 2e fois. Aujourd'hui, il est aux côtés de Tauhiti Nena pour défendre la cause d'un État souverain rattaché à la France. Son portrait avec Marouki Duri. À 46 ans, John Tefon veut incarner le changement. Ce père de 4 enfants, avocat de formation, est convaincu que la classe politique doit être renouvelée. L'avocat avait le même discours en 2012 quand il se présentait aux législatives avec Tehiti Tauapi. Nous, si on ne change pas les têtes, on peut avoir autant de projets qu'on veut, on peut avoir autant de dossiers qu'on veut, les choses ne vont pas avancer. Et malgré un score très discret, John Tefon garde un pied en politique. Indépendantiste modéré, plus orienté aujourd'hui vers l'idéologie d'un État souverain associé à la France, il avait figuré sur la liste du Tavinihu Iratira lors des territoriales de 2018. Aujourd'hui, il est avec Tauhiti Nena et le parti politique Hauma'ohiti-Ama. Voilà notre équipe. Tauhiti Nena, c'est notre président. Yvan, son ami d'enfance, milite en faveur de John depuis plusieurs mois. Sa victoire dans la 3e circonscription, il y croit. Aujourd'hui, moi, je m'inquiète de mes petits. J'ai mes petits-enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui. Je n'ai pas envie qu'ils vivent de cette manière. La politique à l'ancienne, c'est fini pour vous. Il faut que ça se termine. Car la bataille politique n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un peu comme le monde judiciaire. Diplômé aux États-Unis puis en France, John Tefon est avocat depuis une 20aine d'années. Il a notamment défendu des victimes des essais nucléaires. Ses convictions sur la nécessité de réformer la législation et de l'importance du député ont été renforcées. Nous, les professionnels, on pense que peut-être cette loi elle est un petit peu trop laxiste, peut-être cette loi elle n'est pas assez précise, elle n'est pas assez large. Et ça fait partie du travail du député de faire en sorte que la loi soit bonne, soit pertinente et soit juste. John Tefon n'a plus que quelques jours pour convaincre les électeurs. Il se dit souverainiste aussi et se lance dans la course aux législatives pour la première fois. Wilfred Cadusto Yarana. Correction. J'ai participé aux élections législatives aussi en 2012 avec Théaki Dupont. En tant que suppléant, donc. Mais c'est la première fois en tant que titulaire. Bien sûr. On est d'accord. Et donc, puisque vous vous dites souverainiste, dites-nous pourquoi les électeurs devraient voter pour vous et non pas pour les candidats du Tavini, par exemple, ou du Hauma'ohiti-Ama. Je me rapproche un peu du Tavini. Il faut que ça soit clair. Mais pas de... Pas de Tauhiti Nena. Pas de Tauhiti Nena. J'ai battu la campagne aussi pour les élections municipales avec Tauhiti Nena, mais par le fait qu'il s'est allié à Gaston Flosse, j'ai divorcé de lui. Et parce que nous n'avons pas les mêmes convictions. J'ai des convictions autres que celles de Gaston Flosse. C'est clair. C'est-à-dire, vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite une indépendance avec, par la suite, un partenariat avec toutes les nations qui sont limitrophes, qui sont autour de la Polynésie. Donc, vous assumez être un candidat indépendantiste, alors, aujourd'hui? J'assume. Et le partenariat qui m'intéresse aussi, c'est le partenariat avec la France, sauf à la différence, c'est nous. Nous, et lorsque je dis nous, c'est la Polynésie qui tient les rênes
et non pas le contraire. Donc on devient indépendant, tout simplement. Tout simplement. Alors des candidats, on vient de le voir, s'associent au syndicat de fonctionnaires de police pour résoudre le problème des Polynésiens expatriés qui souhaitent revenir au pays. Si vous êtes élu, que feriez-vous pour eux? Eh bien, je voterai une loi, justement. Je reviens à cette façon de faire. Je dis de suite. Cette façon de faire, c'est quoi? C'est l'État qui dirige la Polynésie et non pas le contraire, même si on dit que on est sous une autonomie. Pour moi, cette autonomie ne me convient pas. Donc pour vous, la solution, ce serait quoi? La solution, c'est, une fois indépendants, nous pouvons discuter d'égal à égal avec les Français, par exemple. Et s'il ne veut pas discuter d'égal à égal avec nous, ah ben, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Australie, il y a les États-Unis qui sont à côté. Voilà. Et vous êtes aussi favorable à une citoyenneté polynésienne, mais attachée à une forme d'association à la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie pour vous? Où est-ce que tu as lu ça? C'est vous qui l'avez confié à nos confrères de Radio 1. Ah ouais? Pas du tout. Je suis pour la culture, je suis pour nos traditions, je suis pour la langue. Et qu'est-ce que je voudrais faire? Tout simplement augmenter la durée de l'apprentissage des langues, mais utiliser également les langues pour l'apprentissage des mathématiques, de la géographie et de l'histoire, par exemple. Vous parlez de la langue polynésienne? Bien sûr. Bien pour sûr. vous, elle n'est pas assez, valorisée à l'école. Il n'y a pas assez d'heures pour parler, pour développer et apprendre le Réomahui. Le Réomahui, 3 heures pour l'apprendre. Je voudrais mettre 5 heures, il me semble l'avoir dit en tahitien, pour, grâce à la langue maohi, apprendre le français, pas le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie et l'éducation physique en Réomahui. Merci beaucoup, Wilfred Kadousto. Vous avez beaucoup de projets, on l'a bien compris. Et donc, je rappelle que vous vous présentez pour la première fois donc, aux élections législatives. Et sans étiquette. Et sans étiquette. Merci beaucoup. Maruru Maitai. Et à 47 ans, Gilles Tautou fait une pause dans sa carrière de journaliste et se lance en politique. Il choisit les élections législatives pour faire parler de lui, mais surtout de ses ambitions pour le pays. Renforcer les moyens de contrôle des douanes et des polices aux frontières pour lutter contre le trafic d'ice. Ce sera sans combat s'il est élu. Tomatir Iteporwar Ei. Exigence et rigueur, des qualités qui lui sont propres professionnellement parlant. L'homme connaît la politique locale, il la maîtrise en tant qu'observateur. Gilles Tautou a mis 20 ans pour enfin franchir le Rubicon. La jeunesse est en perte de vitesse, nous dit-il. Il faut réagir. C'est s'ouvrir surtout à un large public. Il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne votent plus vraiment. Et c'est donner aussi l'opportunité aux jeunes de voir c'est quoi les élections et pourquoi voter pour un candidat. Fier de ses origines modestes, Gilles Tautou est un enfant de AA. Il le revendique. Ce matin-là, il prend à témoin son électorat potentiel pour dire qu'en matière d'emploi, le député ne règle pas les situations de manière individuelle. Un député participe tous les années au vote du budget de la nation. Et l'outre-mer a un budget dédié chaque année. Donc le député peut intervenir sur un secteur qui peut aider la Polynésie, la jeunesse de demain. Et puis voilà, ça c'est possible. Un emploi direct, c'est pas possible, mais proposer une orientation d'un budget outre-mer, ça c'est possible. Autre priorité, le dossier le plus glaçant, sans mauvais jeu de mots, l'AIS. Le candidat pointe du doigt le manque de moyens, voire même une forme de laxisme étatique. Les forces de l'ordre ne lésinent pourtant pas sur les efforts. La protection des personnes, en termes de sécurité, on voit ce qui se passe. Il est difficile de se déplacer en ce moment. Et je salue le travail de la police municipale, les gendarmes, également les policiers de la DSP qui font un grand travail.
Mais je demande à ce que ce personnel soit renforcé sur le point de vue technique d'abord, sur les moyens également, il faut renforcer parce que, je le dis, être policier gendarme, c'est pas facile en ce moment. Gilles Tautou connaît ses limites liées à sa notoriété déjà établie. À 47 ans, il est à la croisée des chemins. Je veux maintenant dédier mon temps, ce qui reste à la population. Ici, c'est mon quartier, la Polynésie, c'est mon Fénois. Et je pense que se battre pour son pays, ça vaut le coup. Dans le dédale de la politique polynésienne, le candidat cherche sa voie, son chemin, celui qui fera de lui peut-être l'homme providentiel, à vous d'en juger. Gilles Tautou comme John Téfan sont 2 des 8 candidats qui se présentent dans la 3e circonscription, avec le député sortant Moete Broderson, Bernard Ter Itei, Sylviane Ter Ouatia, Nui Haulore, Tuter Eitumahei et enfin Jules Hawata. Et elle se présente dans le plus grand territoire électoral de Polynésie. Laurence Piercy est la candidate du parti animaliste. Elle veut défendre la cause animale, vous l'aurez compris. Laurence Piercy, Yorana. Yorana et Yatai, Yorana à tous. Merci d'être sur Polynésie, la première ce soir. Alors, vous vous présentez pour porter la voix des animaux, je viens de le dire. C'est une cause noble, louable, bien sûr, mais que proposez-vous d'autre ? Alors, le parti animaliste se présente pour la première fois sur le territoire. Merci déjà de m'accueillir pour porter haut et fort la cause animale et le respect de l'animal dans sa globalité. On préconise la mise en place d'une charte conditions animales, au même titre qu'en 2005, on a eu la charte sur l'environnement, pour la protection de l'environnement. Donc, une des premières mesures, c'est vraiment de constitutionnaliser la protection animale et le respect animal. Donc, en fait, ça englobe absolument beaucoup de choses, puisque le parti animaliste se positionne sur une cause animale, mais qui a des débouchés sur beaucoup de choses, puisque on intervient sur différents domaines. Avec la cause animale, donc, reste votre combat principal. Nous venons de le voir, par exemple, le problème de ces agents de la police qui souhaitent revenir au Fénois. On voit que la protection de l'emploi local est un sujet qui revient souvent dans les débats. Vous, que proposeriez-vous si jamais vous veniez à être élu ? Alors voilà, justement, la députation, en ce qui concerne comme je le disais, je te l'ai expliqué juste avant, le respect de l'animal, ce sera vraiment dans la globalité et toutes les mesures qui y seront afférentes. Donc, on va intervenir sur le travail, les modèles économiques avec une protection de notre agriculture. En fait, on se prononcera vraiment sur tout ce qui est nos pêcheries artisanales, sur de l'agriculture. Tout ce qui est en lien avec les animaux. Exactement, des subventions, des aides vraiment pour les locaux, avec un protectionnisme sur le travail et l'emploi local. Alors, le parti que vous représentez aussi souhaite créer un poste de ministre d'État à la protection animale, totalement indépendant des autres ministères. C'est ambitieux. Pensez-vous sincèrement que cela est réalisable ? Bien sûr, là, il y a énormément à faire pour la cause animale. On se rend compte que, justement, c'est lié à d'autres domaines tels que l'environnement, puisque si, dans une de nos mesures, si on arrive à réduire de 50% la consommation ou la production de produits d'origine animale, on va avoir un effet non négligeable sur le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'évoquais les subventions et le développement de notre agriculture locale, de notre pêcherie locale et un gros développement pour tout ce qui est les cultures maraîchères. Donc oui, le gouvernement et un ministère de la condition animale, c'est quelque chose qui devient incontournable. Et vous voulez vraiment en faire votre cause. Vous pensez que il y a toutes les avancées qu'il y a eu ces dernières années, la dernière loi votée en faveur des animaux date du 30 novembre 2021, par exemple, cela n'est pas suffisant selon vous? Alors ça, c'est un gros souci. C'est très bien, les lois sont votées, mais elles ne sont pas appliquées.
On le voit régulièrement, on a enfin, il y a des affaires régulièrement qui sont affichées. Il y a la réglementation, mais il n'y a pas l'application. Donc, d'où le fait qu'en 2016, le Parti animaliste a décidé de rentrer en politique pour vraiment porter la voix de l'animal dans le débat public et qu'il y ait une réelle application de la réglementation qui est déjà là. Merci beaucoup Laurence Piercy d'avoir été avec nous ce soir. Je le disais, vous êtes donc investie par le Parti animaliste et vous êtes donc l'une des 400 candidats du parti en France. Merci. Merci Yata, bonne soirée. Et dans cette circonscription, 9 têtes d'affiche face à Laurence Piercy, Pascal Haïti, Temat Eylegaïk, Jackie Briand, Jean-Paul Théran, Wilfred Kadousto, Nicole Bouteau, Félix Tokorani et enfin Tauhiti Nena. Et demain, vous retrouverez Paul Bontour et Laurence Piercy dans votre émission L'Invité Café à partir de 7h. Et c'est ainsi que nous refermons cette rubrique. Les cavaliers polynésiens décrochent la médaille de bronze au grand tournoi Championnat de France des sports équestres collectifs. Il s'est tenu du 27 au 29 mai au parc équestre fédéral à La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Après 2 ans de calme en raison de la crise sanitaire, les compétitions ont repris. Ce rendez-vous annuel est l'échéance incontournable de près de 1500 cavaliers de horseball, pony games, paddock polo et tir à l'arc à cheval. Dans une ambiance festive portée par la ferveur des spectateurs, 450 équipes se sont affrontées pour glaner un titre de champion de France sur les 14 terrains du parc équestre fédéral. Les Benjamins obtiennent donc la 3e place. Antonin Mianet exprime sa satisfaction. Ils ont réussi à se concentrer, à ne pas lâcher parce que c'était un match très accroché où on était égalité pendant un long moment et ils ont réussi à prendre l'ascendant en fin de match, à remporter ça très correctement, donc on est très fiers. Bien sûr, ça fait plaisir. Et une 50aine de boulistes s'est réunie pour un concours de pétanque. 2 jours de compétition amicale pour redynamiser la discipline sur l'île, mais également préparer le championnat. À terme, ils souhaitent aussi mettre en place une association sportive de boulistes afin de pouvoir se mesurer aux meilleurs de Polynésie et pourquoi pas participer à des rencontres internationales. Les compétitions vont désormais s'enchaîner jusqu'en juin avec un concours lors du Heiva. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce lundi soir. La polémique enfle au sein de la police nationale alors que 7 agents métropolitains seront bientôt affectés en Polynésie. Alors que plusieurs policiers originaires du Whenua remplissent aujourd'hui les critères pour exercer à Tahiti mais ne figurent pas sur la liste des mutations. Une situation incompréhensible pour le syndicat FO Police, d'autant que la loi EROM de 2016 institue le caractère prioritaire du retour dans leur territoire des fonctionnaires d'outre-mer. Une rencontre est prévue demain après-midi avec la directrice générale pour l'outre-mer. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, l'emploi local, un enjeu électoral. Après ce journal, un documentaire, La fabrique des pandémies. Pendant 2 ans, en pleine pandémie de Covid, la réalisatrice a parcouru 8 pays pour réaliser ce documentaire sur les facteurs d'émergence des maladies infectieuses. Il sera suivi de All America. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. On se quitte sur ces belles images capturées à Tiahupu.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.